d'Arrêt de sang, le catalogue Göring, film de Laurence Thiria, coécrit avec Jean-Marc Dreyfus. Merci à tous les deux d'être là pour ces échanges suite à cette diffusion sous la présidence de Philippe Sprang. C'est donc une présentation sur le site internet du Mémorial en avant-première, puisque le film sera visible dans quelques jours sur Arte Replay. Voilà, vous pouvez aussi, suite à ces échanges, revisionner ou visionner, si c'est pas le cas, regarder, voir le film jusqu'à minuit. Voilà, vous pouvez le voir plusieurs fois ce soir jusqu'à minuit. Donc on va tout de suite, un petit mot pour vous dire, Laurence Thiria, vous êtes donc la réalisatrice du film. Vous avez écrit ce projet avec Jean-Marc Dreyfus, qui est historien, spécialiste de la réalisation économique, auteur de très nombreux articles et ouvrages importants sur cette question, et notamment bien sûr l'ouvrage L'impossible réparation des portés biens spoliés hors nazis, compte bloqué, criminels de guerre, paru chez Flammarion en 2015. Merci. Philippe Sprang, vous êtes journaliste, spécialiste historien de l'art. Vous avez publié de nombreuses enquêtes au cours de vos publications, justement sur cette question des œuvres d'art spoliées. Merci à tous les trois d'être là. Et puis, nous prendrons bien sûr vos questions suite à ces premiers échanges, les questions du public, par le biais de main levée du dispositif Zoom, ou bien par écrit, et je lirai vos questions. Voilà. Merci. À tout à l'heure. Merci. Oui, bonsoir à tous. Alors d'abord, une première question pour Jean-Marc. Alors, on comprend pas vraiment, on comprend un petit peu, mais pas vraiment. On aimerait avoir plus de détails sur comment Rose Valland met la main sur le catalogue à Karine Hall. Alors d'abord, bonsoir, merci d'être là, d'avoir vu ce film. Pour nous, c'est un moment important. Le film, c'était 4 ans de travail. Effectivement, on a mis très rapidement dans le documentaire l'histoire de ce catalogue que j'ai tenté de reconstituer. Alors, je veux dire, on n'a pas l'histoire complète. On imagine que le catalogue était, on sait qu'il était à Karine Hall, on imagine qu'il était sur le bureau de Göring ou sur le bureau de sa secrétaire, et il se retrouve à un moment au Collecting Point de Munich, donc on a vu dans le documentaire, dans les archives, et là il est dans une masse d'archives qui n'est pas identifiée. Et donc au moment où Rose Valland travaille, on sait avec combien de qualité et d'attention à le travail et à la restitution, elle n'a pas ce document. Elle le dit, elle l'écrit à plusieurs reprises, et c'est seulement à partir de 1950, c'est-à-dire quand la première vague de restitution est terminée, j'ai trouvé un courrier où elle explique qu'on retrouve d'abord les plaques. Les fameuses plaques qui reproduisent ce qu'on a vu dans le documentaire. Les plaques de verre, oui. Les plaques de verre qui reproduisent, et puis elle met la main sur ce catalogue. Et je pense qu'on lui donne, en fait, ses amis des Monuments Men, du Collecting Point, le lui donne, parce que probablement qu'on en a plus l'utilité. Le travail est terminé. On termine on ferme les dossiers de restitution. Et elle l'a, je pense, personnellement, dans ses propres archives. Et elle a reproduit une page dans son livre Le Front de l'art, sur lequel elle raconte, premier livre de mémoire, voilà, premier livre sur les spoliations et les restitutions. Et le catalogue, le document est très probablement dans ses dossiers personnels, soit chez elle, soit à son bureau, donc direction dans les musées, puisqu'elle devient conservatrice, troisième femme à devenir conservatrice en titre des musées français. Et elle écrit, on sait qu'elle avait écrit un deuxième livre au moment de sa retraite. Et quand elle décède, eh bien toutes ces archives sont transférées à Bois-Préau, qui sont là où sont conservées les archives de la direction des Beaux-Arts du ministère de l'Éducation nationale, ce qui va en fait devenir le ministère de la Culture, créé en 1981. Et donc, c'est à Bois-Préau, et personne ne voit, personne ne trie ça, jusqu'à que les archives diplomatiques, donc le Quai d'Orsay, réclament
les dossiers de la récupération artistique et donc les dossiers Rosvalan. Et donc il y a un transfert au début des années 90 de masse de documents. Il n'y a pas seulement le catalogue Göring, et il est probablement identifié par Marie Hamon, qui est l'archiviste en charge de ce fonds dans les années 90, 94, 95, on ne sait pas exactement. Et c'est un document, comme je l'ai expliqué au début dans le film, qu'il n'est pas évident de lire. Alors, on l'identifie pas immédiatement. Il n'y a pas marqué voici le pillage, les biens pillés par Göring. Alors, juste avant de donner la parole à Laurent, j'ai une autre question. Qu'est-ce qu'on découvre dans ce document? C'est des annotations. Qu'est-ce qui fait un peu le caractère quand même qui vous a surpris et qui donne sa valeur à ce document? Alors, entre-temps, bon, j'ai continué à travailler sur l'origine du truc. Je pense que de ce document, je pense qu'il a été écrit début 44 à la demande de Hofer, qui était donc le directeur en titre des collections de Göring, dont on parle beaucoup dans le documentaire, et voilà, il y a plus de spoliation qui arrive. Göring réfléchirait de son grand musée. On sait qu'il rêve de mettre tout ça dans un grand musée à son nom. Il n'a jamais eu l'intention de le donner au peuple allemand, comme il l'a dit après, et à Nuremberg. Et donc voilà, et puis il s'ennuie un petit peu, il est mis de côté par Hitler, il n'est plus dans le premier cercle d'Hitler, et donc il va faire la liste du butin. Voilà. Et bon, comme on le voit, c'est difficile à lire. Ce qui est quand même tout à fait frappant, c'est le côté apothicaire, boutiquier, quoi. C'est pas quelque chose écrit à la main comme ça. Puis il y a toujours un prix, c'est ça qui nous frappe. Il y a toujours une évaluation. Faut que ça vale quelque chose. Voilà. Alors, on sait que la moitié n'ont pas été payés. Alors voilà, on y reviendra. Et tout de suite pour Laurence, alors vous avez décidé d'ancrer cette histoire dans le réel en ramenant des héritiers qui vont se battre, des ayants droit, pour essayer de récupérer ces toiles. Parlez-nous un peu de ces ayants droit et de leur fougue, de leur détermination. Qu'est-ce qui les motive? Parlez-nous un peu d'eux, peut-être. Alors, il est vrai qu'au départ, en fait, on était parti pour un film de 52 minutes. Et c'est vrai qu'on s'est dit, sur ce film, ça va être un film uniquement historique sur Göring, sur sa collection. Et on s'est dit que ça serait intéressant, justement, d'aller plus loin avec ces familles qui, depuis des années, quand on voit avec Alain Montigle, par exemple, avec lequel on part en Hollande pour voir, en fait, ce tableau qu'il n'a pas vu depuis 12 ans. C'est énorme, en fait. Donc, du coup, c'est vrai que pour nous, c'était important parce qu'on s'aperçoit que c'est plus qu'un combat, en fait. C'est une mémoire qu'on va restituer. C'est ce que dit très bien Emmanuelle Pollack, qui est également, en fait, dans ce film, en tant qu'historienne de l'art. C'est vraiment une mémoire qu'il faut redonner. Et Alain Montigle m'avait confié dans le train, quand on est parti en Hollande, vous vous rendez compte, moi, je vais avoir la chance de voir peut-être ce tableau si on m'ouvre les portes, en fait, de la réserve, du dépôt où il est aujourd'hui. Mais mes tantes, qui, en fait, le réclamaient depuis des années, eh ben, elles le verront jamais parce qu'elles sont mortes aujourd'hui. Et c'est aussi le problème, en fait, de toutes ces histoires, c'est que ce soit Lionel Salem, que ce soit, en fait, Simon Goodman aux États-Unis, qu'on voit, qui a une collection extraordinaire, eh ben, ces gens-là, ils se battent aussi contre le temps, finalement, parce que le temps, c'est le pire ennemi, finalement, dans cette histoire, parce que à chaque fois qu'on cherche, en fait, un tableau, c'est des années, c'est un combat de tous les instants. Et c'est vrai qu'on a beau donner des documents, on a beau essayer de justifier qui on est, ce qui est quand même dingue, parce que c'est leur propre héritage, comme le dit, en fait, Simon Goodman, it's my heritage. Et donc, du coup, c'est vrai que, voilà, moi, j'étais très touchée par ces familles et le combat qu'elles mènent, en fait, en permanence. Et qu'est-ce qui les maintient en vie, cette recherche? Quelle flamme, qu'est-ce qui maintient cette flamme chez ces c'est l'envie de savoir, c'est l'envie de comprendre, c'est l'envie quelque part de restituer cette mémoire. Enfin, moi, c'est vraiment ce qui m'a frappé à chaque fois, c'est de se dire, voilà, on avait des oncles, on avait un père, on avait un grand-père qui ont souffert quelquefois. Simon Goodman, son grand-père, a été battu à mort par les nazis. Et donc, c'est vraiment cette idée, Jean-Marc, tu pourras le rajouter si tu veux, mais je trouve que c'est vraiment cette idée de restitution d'une mémoire et d'objets qui leur appartenaient. C'était leur héritage et ça, c'est fondamental. Alors, avant de revenir avec Jean-Marc, vous avez mis la main sur des étonnantes archives sur Göring qu'on n'a pas l'habitude de voir sur ce genre de film. Ah oui, alors, Göring, c'est quand même le personnage central de notre propos. Oui, il y a beaucoup d'archives. Il s'est beaucoup mis en scène, comme on le dit. Il fait partie de la mise en scène du régime. Hitler a été très paranoïaque. Il n'aimait pas du tout les mondanités. Il était très mal à l'aise en
société, et c'est Göring qui s'occupait de ça, qui recevait le corps diplomatique. D'ailleurs, j'ai un autre documentaire que j'ai fait, que j'espère que le mémorial montrera, qui passe demain soir sur la télé allemande, qui montre Göring recevant les ambassadeurs, voilà, faisant les affaires étrangères. Et donc, il y a des milliers d'images qui sont souvent des images de propagande, qui ont été des images qui ont été diffusées par les actualités allemandes très largement pour montrer, voilà, rêver un prince de la Renaissance dans sa démesure, un grand collectionneur. Göring était aussi un mécène, on l'oublie, hein, il a créé une école de beaux-arts dans la ville au nom très peu poétique de Cronenbourg, qui existe toujours, où il a mis en avant des artistes considérés comme nazis. Il se voulait philanthrope, voilà. Et en même temps, ça a été un des plus grands pilleurs de l'histoire. Alors, pardon Philippe, je voulais juste rajouter une chose. C'est que effectivement ces images, en fait, on les doit aussi parce que j'ai travaillé avec une documentaliste allemande qui s'appelle Lynn Sarkand. Et Lynn, elle est allée fouiller vraiment dans tous les tiroirs possibles. Et c'est vrai que le fait d'avoir trouvé tous ces films amateurs, finalement, ça a donné vraiment de la chair à ce personnage, dans le sens où, bon, déjà, il est imposant, c'est vrai, mais le fait de pouvoir le retrouver à la fois à Carinal, mais aussi, en fait, quand il prend le train, etc., du coup, ça a donné, en fait, une certaine présence et une intimité, quelque part, aussi, du personnage qui est intéressante, parce qu'il y a des images, quand on le voit se baladant avec la délégation japonaise, en fait, dans cette grande salle des merveilles, comme il l'appelle, et ben, c'est vrai qu'on y est, quoi, quelque part. On est avec lui et on est avec, effectivement, tout son côté ogre, en fait, du personnage, quoi. Alors maintenant, pour Jean-Marc, c'est vrai qu'on gardait quand même, historiquement, par rapport à Göring, c'était le dauphin, mais c'est vrai que dans l'Aurore, il avait été supplanté par pire que lui. Il y avait Heydrich, il y avait Himmler, il y avait Goebbels. Et donc, finalement, à la faveur de ça, il s'était trouvé une place relativement tranquille, relativement protégée, je trouve, par l'histoire. Donc, il en était devenu presque romantique par certains aspects. Et là, en fin de compte, le documentaire a l'avantage de nous rappeler que c'était quelqu'un d'absolument cupide, qui pensait qu'à l'argent, et qui était aussi quelqu'un d'horrible, puisqu'il a quand même signé le départ il a signé il a donné le feu vert pour la solution finale. C'est lui qui a signé le texte pour Heydrich. Donc c'est bien que ça nous. Alors, parlez-nous un peu du personnage un peu. Alors, oui, très rapidement on pourrait faire une conférence sur le mythe Göring. En gros, la propagande qu'il a mis en scène, avec des propagandistes stipendiés, hein, on voit très bien que qui écrivait, il avait d'ailleurs c'était souvent des compagnons de lutte de la Première Guerre mondiale, comme l'as des as, le pilote de la Première Guerre mondiale, celui qui a descendu le plus d'avions français. En gros, il y a comme si il avait gagné quelque part dans la mémoire. Mais alors je dois dire aussi, puisque j'ai quand même lu pas mal de biographies de Göring, ça c'est un peu la faute des Anglais. Alors on va pas mettre tout sur le dos des Britanniques forcément, mais il y a eu dans les années il y a eu dans les années 50, 60, jusque dans les années 70, des journalistes anglais, des historiens entre guillemets anglais, qui ont poursuivi la construction du mythe Göring. Alors, on pourrait dire les Anglais ont toujours une fascination pour le nazisme, ils n'ont pas été occupés, voilà, il y a la mémoire des empires, bon, c'est très compliqué la mémoire anglaise du nazisme, voilà, je suis en plein dedans avec mes étudiants, comme vous le savez, et j'étais étonné en reprenant ces biographies jusque dans les années 80 de voir qu'on avait le mythe du Göring, etc. Et du Göring qui n'était pas, alors non pas un humaniste, il n'a pas cherché à sauver des Juifs, bien qu'il il est beaucoup, sa femme l'a beaucoup dit, hein, sa femme a écrit ça après la guerre, mais l'importance qu'il a eue dans le pillage économique de l'Europe. Göring à la fin, il était le plus grand capitaine d'industrie du monde. Il avait 700 000 ouvriers, travailleurs forcés dans les usines, les Göringswerke. Et à un certain moment, il est intervenu pour donner des impulsions dans la solution finale. Donc le pillage après 38, après la nuit de cristal, le dépouillement des Juifs allemands et la mise en travail forcé des Juifs de Pologne. C'est pas rien quand même. Oui, alors il a des fonctions éminentes dans le Reich puisqu'il multiplie les postes de ministre de ceci, de ministre de cela. Et il trouve quand même le temps de faire des allers-retours au Louvre. Il est quand même très impliqué dans son histoire de collection. Donc c'est
c'est assez paradoxal, c'est assez incroyable quand même. Il y a une anecdote en fait, hein, Jean-Marc, c'est sa femme lors du procès en fait à Nuremberg, on lui demande alors c'est quoi exactement les différents statuts de votre mari, elle arrive même pas à les nommer tellement ils sont nombreux quoi, en fait. Oui, Et ça, voilà. mais je ne sais plus. À un moment, il a tellement de titres. C'était un type qui était alors effectivement dans la démesure Permanente. de son orgueil extraordinaire. Et c'est vrai qu'il adorait se promener s'il avait deux trains luxueux, qui devaient être plus luxueux que le fameux train d'Hitler, et dans lequel d'ailleurs il rapportait les tableaux. Hein. Le train de Göring servait à rapporter directement à Berlin les tableaux qu'il avait choisis. On le sait, ça a été bien décrit par les travaux de Manuel Pollack au musée du jeu de paume. Voilà, il arrivait, il passait, c'est ça, donnez-moi ça, il faisait ses courses à toute vitesse. Et Laurence, alors, il y a des choses que vous regrettez de ne pas avoir passées, que vous aviez dénichées, je crois, Friedlander, CCP, racontez-nous peut-être un petit peu, il y a des choses qu'on n'a pas. Ça c'est plus Jean-Marc du coup, parce qu'effectivement, en fait. Des bonus à venir, qui sait? Alors, des bonus, il n'y en aura pas forcément beaucoup. Moi, j'ai un petit regret, effectivement, plus sur le Collecting Point de Munich, parce qu'on a eu la chance, en fait, de pouvoir se rendre dans ce lieu. On a filmé, on a fait des interviews. Mais bon, voilà, c'est la loi du genre quand on fait un documentaire déjà de 90, c'est énorme. Et donc, il faut savoir effectivement tailler, se faire un peu de mal de temps en temps. Et donc, il y avait effectivement le Collecting Point qui était intéressant à Munich. Mais voilà, on en a parlé un peu, mais pas suffisamment. Et puis, c'est vrai, je reviens à cette histoire des familles. Moi, j'avais vraiment envie de leur donner la parole parce que voilà, c'était important pour moi de pouvoir leur laisser un peu de temps pour exprimer justement toutes les souffrances qu'ils subissent à la recherche de ces tableaux. Friedlander, c'est plus toi, Jean-Marc, en fait, qui effectivement souhaitait. Mais c'est vrai, voilà. il faudrait faire une série sur ce catalogue parce que on a montré quelques familles qu'on retrouve dans le catalogue. Bon, il y a les Rothschild, il y en a d'autres. On n'a pas parlé de Paul Rosenberg, hein, quand même. Il y a un certain nombre d'œuvres de la collection Rosenberg qui sont dans le catalogue. Et puis on pourrait tirer des fils. On n'est pas allé en Italie. Hein, il y a beaucoup, tous les grands marchands italiens, ils sont répertoriés dans le catalogue. Et puis alors voilà, Laurence m'a censuré, c'est très méchant, mais bon, c'est pas grave, on a quand même d'autres projets de films, n'est-ce pas, une dizaine au moins. Mais voilà, il y a Friedlander, qui était une histoire tellement extraordinaire. Friedlander, c'était le grand directeur des musées de Berlin, qui était juif, qui a passé sa vie de façon comme un moine à enrichir les collections. C'est lui qui a fait les catalogues les plus précis de grand art néerlandais du XVIIe siècle. Encore aujourd'hui, on s'y réfère, hein, c'est l'autre grand spécialiste de l'authentification des œuvres du XVIIe, qui va en exil aux Pays-Bas, d'abord à La Haye, ensuite à Amsterdam, et qui est sauvé par Göring. Alors là, c'est assez extraordinaire. Hein. Göring demande qu'il ne soit pas déporté, hein, parce qu'il a besoin de son expertise. Oui, voilà, c'est ça. Il a besoin de l'expertise pour authentifier parce que Göring n'y connaissait rien. Et l'homme, Loseux, qui était son homme à Paris, qu'on voit dans le documentaire, il y a une biographie de lui énorme qui vient de sortir, par Jonathan Petropoulos, très intéressant. Voilà, c'est ça. Voilà, il faudrait le traduire en français. Hein, c'est l'homme de Göring à Paris. Loseux n'était pas un grand historien. Je n'arrête pas de le dire à Jonathan qui ne me croit pas, mais il connaissait rien, donc il avait besoin de l'expertise. Et on a quand même cet homme qui a la vie sauve, parce que il est capable d'identifier pour Göring, mais pas que pour Göring d'ailleurs, les œuvres de cet âge d'or de la peinture néerlandaise, qui est, comme on le sait, la passion des hiérarques nazis. Moi, ce que je voulais juste rajouter, Philippe, c'est vrai que là, on parle de ce qu'on n'a pas mis dans le film, mais moi, je voulais juste en 2 mots dire qu'il y a quand même des choses qu'on a mises dans le film qui sont inédites. C'est-à-dire que, par exemple, le procès de l'ERR, on est allé dans les archives, en fait, du ministère de la Justice militaire. Je crois que personne ou très peu de gens étaient rentrés, quoi, en fait. Et ça, c'est super parce qu'on a pu avoir les accès. En plus, on est tombé sur une équipe sur place qui était vraiment adorable, qui nous ont vraiment ouvert tous les dossiers. Et là, je trouve que, voilà, c'est dans ce film, moi je l'ai vu nulle part ailleurs, c'est pour ça qu'on avait insisté aussi avec Jean-Marc. Et puis il en a un peu parlé tout à l'heure, c'est ces fameuses plaques photographiques qu'on a pu tourner aux archives diplomatiques. Et ça, c'est pareil, elles n'ont jamais ou quasiment jamais été filmées. Donc du coup, oui, voilà. Et les archives concernant la condamnation de Lose et le procès de Lose, c'est que c'était frappé par des durées d'interdiction et que c'est maintenant qu'elles sont accessibles. Vous avez pu avoir accès. On n'avait pas ces informations jusqu'à présent.
Oui, Alors, j'ai pu les lire il y a une vingtaine d'années avec des conditions assez compliquées. On arrive et vous les photographiez et puis vous filmez dans les dépôts, quoi. Donc ça D'ailleurs, change. c'est que tous ces Hofer et Losé reviennent tranquillement à Munich, hein, et reprennent du service après. C'est assez formidable. Hein. oui, oui, non, mais Alors, c'est pour ça que c'était important justement d'aller dans ces lieux aussi pour montrer que oui, il y a des archives qui existent, il y a des choses qu'on peut en fait démontrer aujourd'hui. Et ça, pour nous, c'était important aussi, quoi, parce que quelque part, Göring, il y a une histoire qu'on connaît bien. En fait, les familles, effectivement, il y a cette bataille, mais nous, on voulait aussi, à travers ce film, montrer des choses inédites. Et c'était ça aussi qui était un peu notre force en fait dans ce film-là, quoi. Bon, bravo, on va peut-être donner maintenant la parole peut-être aux Pauline, au Oui, au public. Hello. Il y a déjà quelques questions. Je voulais évidemment mentionner l'ouvrage de Jean-Marc Dreyfus, les archives diplomatiques, avec les archives diplomatiques dont on vient de parler. Voilà. Le catalogue Göring, qui a donc des éléments importants pour ceux qui souhaitent poursuivre ce dont il est question dans le film. Alors, je vais rassembler plusieurs questions. Pourquoi cette résistance des musées aux Pays-Bas en particulier à restituer des œuvres qui sont gardées dans les réserves? On pourrait aussi ajouter en Belgique. C'est très intéressant dans le film, justement, la manière de vous montrer à quel point tout ce qui est fait, enfin, il y a une grande hétérogénéité entre les différents pays européens, notamment la France et l'Allemagne, sur ces questions, comparées aux Pays-Bas et à la Belgique. Ça peut être intéressant aussi peut-être de faire un petit complément sur ces éléments. Après, pourquoi les musées s'obstinent à ne pas rendre les œuvres spoliées alors que cela les grandirait? Bon, ça bien sûr. J'ai cru comprendre que Rose Valland était présente à Nuremberg. A-t-elle été témoin entendu au procès? Ça, il en est question aussi au cours du film, hein, pour ce qui concerne Rose Valland, pas à Nuremberg, mais une question pour les héritiers qui peut paraître iconoclaste. Ces œuvres pillées, quand elles sont retrouvées, n'auraient-elles pas leur place dans des musées publics? Oui, c'est intéressant aussi, hein, ça c'est une question importante. Sous réserve d'usufruit pour les héritiers encore vivants au moment où on les retrouve. Voilà, ça c'est une question importante aussi. Finalement, restitution, bien sûr, et ça le film le présente très bien. Je crois que c'est effectivement Emmanuel Pollack qui le dit, que c'est pas seulement une restitution d'un tableau, mais d'une histoire et d'une mémoire au sein d'une famille. Néanmoins, le fait que les œuvres d'art puissent être vues dans les musées et accessibles pour tous, c'est un enjeu éthique aussi important. Donc, comment on peut répondre à cette question? Merci Pauline. Alors on va peut-être commencer par Laurence qui peut peut-être nous parler de la Belgique et des Pays-Bas et de la résistance. Alors, moi, ce que je peux dire sur la Belgique, c'est intéressant parce qu'en fait, la Belgique, c'est 3500 œuvres, en fait, en gros. Donc, c'est rien, enfin, c'est rien. Comparativement à la France, où on parle de 100 000 œuvres, c'est vrai qu'il y a quand même un delta qui est important. Maintenant, voilà, c'est ce qu'on constate, c'est qu'en Belgique, il y a quasiment rien qui a été fait. Il y a une cellule qui existe, en fait, depuis 97, cellule où il y a une personne qui travaille. Et c'est vrai que pour l'instant, ils ont restitué 3 tableaux. Autrement dit, rien du tout. Et quand on a mené l'enquête avec donc le réalisateur belge avec qui j'ai travaillé, il est vrai qu'il a mis un temps fou à pouvoir obtenir ne serait-ce que les autorisations de pouvoir parler à la personne qui s'occupe de cette cellule. Donc ça montre bien qu'effectivement, encore aujourd'hui, eh ben c'est un thème qui est compliqué et on est 76 ans après la Seconde Guerre mondiale, ça reste une difficulté. Pour la Hollande, effectivement, on a pu rentrer dans ce dépôt d'œuvres. Bon, ben, ça a été compliqué oui, aussi. Moi, j'ai je me dû souviens. voilà, donner beaucoup de coups de fil pour y arriver. Voilà, j'ai essayé d'aider On a un aussi peu menacé. Alain. Voilà. Alors, ça a été vraiment assez intéressant parce que quand on est rentré, on a été reçu avec les petits gâteaux et le café. Très bien, merci. Mais bah, voilà, à la fin, malheureusement, ça se termine. On dit à Monsieur Montic, bah, écoutez, oui, mais là, vous n'avez pas les papiers nécessaires. Donc, on sent bien que de toute façon,
c'est compliqué, quoi, en fait, de la part des musées de restituer ces œuvres. D'autant plus où là, ça fait mal, c'est que en fait, l'œuvre, le Van Ostade, en fait, d'Alain Montigle, il est dans une réserve que personne ne peut voir. À la limite, mettons-le en fait dans un musée à La Haye, exposons-le. Eh ben non, il est là, en fait, avec d'autres tableaux modernes. Et c'est vrai que vous avez envie d'hurler quand vous entendez ça aux côtés des familles, et c'est normal, quoi. Mais voilà, ça coince de partout. À chaque fois, il manque des documents, il manque des papiers. Et on a du mal même à comprendre, nous, pourquoi il y a autant de réticence en fait à rendre. Et juste pour parler du cas français, hein, c'est pas parce qu'on est français que je le dis, on sent bien qu'effectivement il y a eu une époque en France où on a parlé en fait des 30 années de silence total. Bon, on sent quand même aujourd'hui, voilà, ça frétille, il y a quand même des choses qui se passent. Il y a le musée du Louvre qui réserve en fait une salle pour exposer en fait les MNR, hein, les musées nationaux récupération, donc ces tableaux qui sont de grandes œuvres. Bon, voilà, on sent que ça bouge, mais ça met du temps. Voilà. Jean-Marc, hein, Oui, juste quelques mots sur sur cette lenteur des choses. Oui, sur les Pays-Bas. Donc, si on regarde, alors, je vais essayer d'être précis. Les œuvres récupérées en Allemagne et renvoyées aux Pays-Bas et renvoyées en France, sachant que c'est de là qu'elles provenaient, qu'elles ont été pillées. On a le taux de retour de la France, donc ils récupèrent ça, donc 60 000 sur 100 000 reviennent en France. On a un taux de restitution. Aux Pays-Bas, œuvres retournées, revenues d'Allemagne, on a un taux de restitution. Le taux de restitution aux Pays-Bas des œuvres retrouvées est beaucoup plus faible qu'en France. Beaucoup plus faible. Alors, pourquoi ? D'abord, parce que vous savez que beaucoup plus de Juifs des Pays-Bas ont été déportés, 75% par rapport aux 25% qui nous occupent beaucoup, n'est-ce pas, Pauline ? Pourquoi seulement 25% des Juifs de France ont été assassinés ? Et deuxièmement, parce qu'il y a une politique qui a été complètement différente, qui était une politique d'intérêt national. Ces œuvres étaient tellement importantes qu'on ne les a pas rendues au nom du patrimoine national. Pourquoi les rendrait-on à des familles juives alors qu'elles devraient être au Rijksmuseum à Amsterdam? Et c'est toujours un argument qui est utilisé par les autorités néerlandaises qui ont un peu débloqué les restitutions au début des années 2000. Voilà, Goodman le dit, hein, le raconte. Il reste beaucoup de choses dans les musées qui sont identifiées. Ce n'est pas une question de papier, hein, là, pour le coup. Hein, il faudrait qu'il y ait un changement de politique. D'accord. Et concernant le fait que finalement, quelqu'un soulève un peu et dise, bah oui, mais pour un moment, ça pourrait être dans les musées. C'est effectivement, ces tableaux récupérés pourraient revenir dans des musées, mais finalement, c'est la propriété de personnes qui ont le droit de demander, de solliciter le retour de leurs biens, finalement. Écoutez, on a beaucoup de cas de tableaux. Si les tableaux avaient été restitués dans les années 40 ou 50, les familles les auraient donnés au musée. Là, les familles sont obligées de les vendre. Là, vraiment, on peut dire, parce qu'on suit des familles, on en parle, en fait, c'est passionnant. Elles sont obligées de les vendre quand on restitue, tout simplement parce qu'ils ont des frais d'avocat tellement élevés qu'ils peuvent pas sortir l'argent. Et deuxièmement, on est quand même au bout c'est la troisième génération. Hein. On a vu Pauline Bert, hein, c'est quand même son arrière-grand-père qui a été spolié. Et donc, 4 générations après, il y a beaucoup de descendants. Le cas de Goodman, en fait, dans le film, ils sont 25 héritiers aujourd'hui. Donc, qu'est-ce Comment qu'on vous fait faites quand on a un tableau, il le dit lui-même, je ne vais pas le découper en 25 morceaux. Donc, pourquoi pas le donner, en fait, à un musée public? Mais à la limite, j'ai envie de dire, c'est leur problème. Et c'est à eux de décider, en fait, de ce qu'ils veulent faire dans la mesure où ça leur appartient. Les œuvres coûtent tellement cher. Les œuvres maintenant coûtent tellement cher, ce qui est la preuve d'ailleurs du goût quand même très sûr de ces collectionneurs juifs, ce qui n'était pas le cas ne serait-ce qu'il y a 25 ans ou 30 ans. Hein, Philippe, tu le sais, hein, l'explosion du marché de l'art, c'est quand même très récent. Et ce qui fait que les musées, les familles disent, écoutez, je vous le revends au musée. Les musées européens n'ont pas les moyens. Nous n'avons pas les moyens par rapport à une vente, même une vente médiocre, en salle des ventes. Voilà. D'autre part, il y a beaucoup de familles qui ont dit, écoutez, les tableaux sont là, négocions, donnez-nous une somme, des dations, des machins, soyons inventifs, comme l'ont été certains musées américains dans les années 90. Et les musées français, maintenant on en a parlé, changent beaucoup d'attitude, mais les musées français ont dit non. Alors si les musées français avaient négocié il y a 20 ans ou 25 ans, ils auraient récupéré des œuvres.
Et les Américains appellent ça les derniers prisonniers de guerre. Je trouve que c'est Last POW. Hein. Ce sont les œuvres d'art. Est-ce qu'il faudrait pas une assistance juridique peut-être qu'il faudrait que l'État amène à ces personnes et peut-être quelque chose d'un peu plus qui permette de les soulager de ces recherches, de ces frais précisément? Il y a la CIVS en fait qui existait justement pour aider, enfin qui existe toujours d'ailleurs, pardon, pour aider en fait ces familles. On voit Alain à un moment donné dans le film avec Muriel en fait où il travaille en fait justement pour essayer de retrouver ça. Donc il y a déjà cette aide en fait qui existe. Mais encore une fois, c'est très compliqué. En plus, moi, je me souviens avec Alain, en fait, il me racontait des fois, on avait des papiers, on n'arrivait plus à lire parce que les papiers sont anciens, ils ont peut-être un peu moisi, il y a un peu d'eau dessus. Donc tout ça, c'est vrai que c'est très complexe en fait pour les familles. Est-ce que finalement, ce sont ces œuvres d'art, qui ont été spoliées, est-ce que ce sont quand elles étaient en France, elles faisaient, sur le territoire français, elles faisaient partie du patrimoine national, bien qu'étant dans des mains privées ou pas, finalement? Ça dépend du sort des familles. Enfin, regardez les donations de la famille Rothschild, c'est quand même assez extraordinaire, je veux dire. Mais on peut imaginer que Jules Strauss c'est ça qui est le paradoxe. J'imagine que Jules Strauss aurait donné, il était tellement proche des conservateurs du musée, des directeurs, il aurait donné une partie de sa collection au Louvre, c'est sûr, s'il avait eu le temps de le faire. C'est aussi le paradoxe que la Shoah a aussi privé les musées français de beaucoup de dons. Alors, patrimoine national, oui. Comme le patrimoine national que l'État pourrait solliciter pour les rendre aux héritiers. On peut dire, bah oui, ce serait que finalement l'État français qui irait demander des œuvres d'art pour ses concitoyens. Finalement. Non, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se décident devant les tribunaux. On a vu que les musées français sont devenus un peu plus gentils depuis qu'il y a une jurisprudence qui a été retournée. Voilà, sans vouloir faire d'ironie, mais voilà, ce sont les magistrats là, en ce moment qui font avancer les choses. Faut pas se faire d'illusions. On l'a vu avec les verdicts de Dijon et de Marseille, si je ne me trompe pas, et aux États-Unis, c'est aussi le cas. On retourne vers Pauline pour d'autres questions. Vous avez d'autres questions, Pauline? Pauline, ton micro, Pauline. En général, j'arrive à l'allumer à temps. C'est moi cette fois. Alors non, une question sur les collections de bijoux et de livres. Voilà, on peut peut-être en dire quelques mots. Et puis aussi, quand tous les membres d'une même famille ont disparu, comment faire pour restituer ces biens spoliés et à qui? Voilà, comment les choses se passent. Bon, moi, si je peux me permettre, je veux parler des livres parce que je connais un petit peu le sujet, des spoliations des livres et des bibliothèques en l'occurrence. Donc, c'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de bibliothèques qui ont été spoliées. Et donc, une partie du retour de ce qu'on a, comme pour les MNR, pour les tableaux, il y a eu un reliquat qui est revenu en France. Et comme pour les tableaux, c'était placé dans les bibliothèques. Mais là, encore une fois, comme pour les tableaux, ça a été oublié. Mais là où ça a été pire encore pour les tableaux, c'est que pour les livres qui ont été placés en dépôt dans les bibliothèques françaises, dont la BN, ils ont changé les codes des documents en 79, ce qui fait que c'était quasiment même pas identifiable. Au moins, pour les tableaux, on avait MNR. Là, il n'y avait plus rien. Donc voilà où on en est. Et donc, il y a des travaux qui sont conduits en ce moment. C'était sous l'impulsion de la ministre Madame Azoulay, qui a eu une tendance pour essayer de reprendre un peu le dossier des livres. Donc, il y a des travaux en cours à l'INHA, il y a des travaux en cours, je crois, aussi à la BN. Voilà. Jean-Marc, tu peux peut-être... Alors, moi, je veux dire donc je suis de nombreuses casquettes et d'être co-directeur de la revue d'histoire de la Shoah, publiée par le Mémorial, et dans le numéro qui est sorti, enfin, qui va sortir la semaine prochaine, le numéro 213, nous avons un dossier que j'ai co-dirigé avec Claire Andrieux, de Sciences Po, sur les spoliations des instruments de musique. Voilà, on a fait une journée d'études. Alors là encore, on est tout à fait au début des recherches. C'est absolument important et passionnant. La question, c'est naturellement la question de l'unicité, le caractère exceptionnel de ces œuvres. Un livre
peut être exceptionnel, mais enfin en général il existe à plusieurs centaines ou milliers d'exemplaires. Une œuvre d'art, hein, comme on l'a dit, c'est l'exception l'œuvre d'art. Hein, les instruments de musique, ça dépend de leur qualité. Il y en a beaucoup qui ne sont pas identifiables. Hein. Il y en a qui le sont parce que ce sont des instruments anciens ou remarquables. Alors, on a une précision de la part de Peggy Frankston sur le fait que le Louvre avait parfois un droit de pouvoir de préemption quand les collections privées ont été spoliées et sont arrivées au jeu de paume. Est-ce que, voilà. On va peut-être, il y a deux questions qui pourraient... Alors non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Voilà. C'est pas vrai. Le Louvre a essayé de négocier avec les pilleurs au nom de la protection du patrimoine national. C'est compliqué. C'est un livre qui a été publié en anglais, il n'a jamais été traduit en français, qui montre que le Louvre a essayé de racheter, à négocier. La grande négociation, ça a été naturellement pour la collection Schloss, qui est une grande histoire pas terminée. Hein, on en a beaucoup parlé. Donc là, les Français ont réussi à récupérer une partie de la collection en négociant, mais il n'y a pas eu de droit de préemption. C'est pas vrai. Je crois que ce qui a peut-être conduit un peu un malentendu cette histoire, il me semble, je le fais sous contrôle de Jean-Marc, c'est qu'à un moment, il était question qu'une partie de ce qui était spolié dans l'accord que négociaient les Vichy avec les autorités allemandes, c'est que ça vienne au profit de la Croix-Rouge ou d'enfants, un truc. Il y avait quelque chose comme ça d'un peu sentimental qui était mis en façade en disant bah oui, au secours des orphelins ou je sais pas quoi. Il y avait une partie qui devait y aller et puis finalement ça a dérivé. Mais à mon avis, ils sont peut-être appuyés là-dessus dans le cadre de la collection Schloss. Peut-être un argument qu'ils ont fait valoir pour préempter. Je veux quand même préciser sur les débats qui nous occupent, comme toujours, sur la responsabilité française par rapport aux responsabilités allemandes. Il n'y a pas eu de politique française systématique de spoliation artistique. C'est pas vrai, il n'y a pas eu. Autant on se dispute pour savoir quelle est la responsabilité française dans l'arianisation économique. Là, il y a une vraie politique qui a été de récupérer les entreprises, de récupérer les comptes en banque, mais pas la spoliation artistique. Alors, il y a eu des interstices, des gens qui ont essayé d'en profiter, des marchands, et les musées sont arrivés vraiment en essayant de courir derrière pour essayer de sauver ce qui pouvait l'être. Et il y a eu des négociations, voilà, qui ne sont pas très très bien connues. Il y a eu quand même de l'opportunisme quelquefois. Il y a eu de l'opportunisme de part et d'autre quand même, hein, en disant bah tiens, finalement il y a ça qui est disponible. Ce serait dommage que ça parte ailleurs. Voilà. Et puis il y a eu peut-être l'idée quand même, mais très très en aval, c'est-à-dire à partir de 42, quand la plupart des collections ont été spoliées, c'est allé quand même très très vite. Hein. Vous voyez que en septembre 40, les galeries, les grandes galeries, c'était fini, c'était vidé. Hein. Mmh. Donc il y a eu les musées sont arrivés. Quand ils ont vu qu'on vidait des appartements, on récupérait des choses. Il y a des gens qui ont confié des choses au musée. Si on regarde le château de Versailles a été, on ne le sait pas, aussi un dépôt d'œuvres juives spoliées. Alors pourquoi? C'est des choses que les Allemands voulaient pas. Hein, c'est des choses qu'on a mis là en se disant bon, on va pas les chercher. C'est très marginal, mais enfin, il y a une histoire de spoliation également à Versailles. Hein. Alors, je vais rassembler quelques questions. Je vous rappelle que vous pouvez poser les questions directement par oral si vous le souhaitez, bien sûr. Alors, il y a une demande, est-ce que la Suisse reste dépositaire d'œuvres en déshérence? Enfin, j'imagine l'idée que la question, c'est les œuvres qui ont été déposées en Suisse dans des coffres par les familles. Ça, c'est une première question. Et l'autre question, qui revient sur un épisode qui est évoqué largement dans le film sur le transfert par train du trésor de Göring de Carinal vers un autre site et la manière dont la population réagit. Voilà, donc comment les personnes souhaitaient qu'on revienne sur le fait que les œuvres d'art, le transport a été abandonné sans surveillance à ce moment-là. Et aussi, est-ce que les particuliers qui détiennent aujourd'hui des œuvres d'art spoliées à ce moment-là, et qu'on ne sait pas comment ils les ont obtenues, avaient-ils majoritairement des liens avec les personnalités nazies, par exemple? Enfin voilà, quels sont les...
Laurence, tu peux peut-être nous parler de la Suisse. Tu peux peut-être nous parler de la Suisse, non? Alors moi, je préfère vous parler en fait de Berchtesgaden en fait, parce que la Suisse en fait, on l'a pas évoqué. Voilà, C'est tout parce présent que dans le film, hein, mais c'est une voilà. question. Parle de Berchtesgaden. Voilà, pour la Suisse, je laisserai plutôt Jean-Marc. En fait, Berchtesgaden. Responsable à Berchtesgaden, pardon. Voilà. Moi, c'était important parce qu'effectivement, à un moment donné, alors on ne sait pas exactement combien de trains sont arrivés, de Göring, hein, combien de trains sont arrivés à Berchtesgaden. On dit 2, on dit 3, on dit 4, on ne sait pas trop. En tous les cas, ce qu'on sait, c'est qu'effectivement, il y a des trains qui étaient gardés par des SS. Donc ça, et c'est ce que je montre en fait dans le film, ça interpellait la population qui se disait mais qu'est-ce qu'il y a en fait dans ces trains pour qu'on les conserve. Et quand effectivement la fin de la guerre arrive, les SS s'en vont en fait et du coup les gens se disent, parce qu'il ne faut pas oublier, ils avaient faim, ils voulaient effectivement éventuellement trouver entre guillemets peut-être des sources et donc ils décident d'aller piller ces trains et là en fait pas de peau, ils ne trouvent pas de nourriture mais ils trouvent en fait beaucoup d'objets. Et c'est vrai que pour eux à l'époque, et ça c'est ce qu'on dit dans le film, c'est que ils ne savaient pas véritablement ce que c'était, ils ne savaient pas d'où ça venait, mais bon, il y en a certains qui l'ont compris et qui ont pris ces œuvres. Et aujourd'hui encore, et c'est ça qui est fou, quoi, c'est qu'on le sait, parce qu'à un moment donné, on va voir un antiquaire, il sait, il y a une trentaine d'œuvres aujourd'hui qui sont dans les greniers de Berchtesgaden, sans doute en train de moisir, sans doute en train de pourrir pour certains tableaux, mais bon, voilà, les gens n'osent pas parler. Et encore aujourd'hui, ces gens ne parlent pas. Et le témoin que j'ai pu rencontrer, c'est dingue, mais lui-même, en fait, me dit, bah non, je vous en dirai pas plus parce qu'aujourd'hui encore, j'ai peur pour moi, quoi. J'ai peur pour ma sécurité. Et c'est vrai que c'est troublant quand même, en fait. 75 ans, 76 ans après, on se dit, mais voilà, en fait, je le dis dans le film et on le dit souvent, c'est une cicatrice, c'est une plaie qui n'est toujours pas refermée au fond. Voilà. Et c'est ça qui est très émouvant finalement dans tout ça, quoi. Merci Laurence. Jean-Marc, sur la Suisse. La Suisse, c'est pas difficile, il se passe rien en Suisse. Hein. Il y a pas de, c'est plus simple. C'est très rapide. Hein. Je veux dire, tous nos débats, voilà, la Suisse, il y a rien. Les musées ne font pas le travail. Ils récupèrent voilà, ils récupèrent des. Qu'est-ce qu'il y a dans les coffres? Les coffres, je ne crois pas qu'il reste grand-chose parce que le travail a été fait de l'étudier dans les années 90. On a toujours des surprises. Qu'est-ce qu'il y a sous douane à Genève? J'en sais rien. Non, le problème, c'est naturellement toutes ces œuvres. Le problème, c'est qu'on est obsédé par les œuvres majeures qui valent plusieurs millions, mais tous les petits dessins, les choses qu'un collectionneur juif qui n'était pas un grand collectionneur, il y avait aussi beaucoup de petits collectionneurs qui avaient bien acheté, qui avaient hérité de quelques dessins, de quelques tableaux mineurs, de même impressionnistes. Voilà, tout ça n'avait pas été bien répertorié. C'est pas des grandes collections. Tout ça est passé soit détruit dans les maisons allemandes, soit pillé aussi par des pillages de la part de soldats américains, de soldats français, on en a moins parlé. Voilà, c'est peut-être dans les familles en Amérique. Beaucoup de choses ont été détruites dans les bombardements. C'est naturellement impossible de savoir. Mais il y a des tas de choses qui peuvent réapparaître sur le marché, des gens qui vident leur grenier et tout d'un coup on trouve des choses et on a des surprises. Juste sur Berchtesgaden, par exemple, typiquement, l'antiquaire, c'est ce qu'il nous confie, quoi. Il nous dit, il y a des gens, ils ont effectivement des choses, ils le savent dans leur grenier, mais voilà, c'est compliqué après, en fait, de ressortir cette œuvre parce que du coup, ils vont passer pour quoi, en fait? Parce que, voilà, ils ont cette œuvre chez eux, donc ils préfèrent la laisser moisir, en fait, au fond du grenier. Et je pense que ça, c'est un exemple, mais il y en a combien comme ça, en fait? Donc, voilà, c'est la déperdition, malheureusement, en fait, de la guerre, mais c'est terrible pour les familles qui, de l'autre côté, cherchent, et peut-être en vain, en fait, malheureusement, ces œuvres, quoi. À propos de ces petits pillages des œuvres chez un docteur, un X, Y, il y avait quand même quelque chose qui était important, c'était la Mobile Action, qui était un peu ceux qui vidaient un peu tous les appartements pour envoyer le mobilier qui était récupérable dans les pays sur le front de l'Est et dans les populations de l'Est. Et en fin de compte, au passage, ils ramassaient toutes les œuvres d'art. Et le problème, c'est qu'une partie, les archives de la Mobile Action ont disparu. Donc finalement, on se trouve confronté à un vrai problème. Oui, une des sources, ce sera peut-être de s'attaquer aux déménageurs, peut-être, parce que là, pour le coup, le RR, on a parlé, avait un droit de prévention sur la Mobile Action, donc il y avait des choses intéressantes. Les experts de l'ERR sur lesquels on ne sait rien, par l'OSE, il y avait quand même 900 historiens professionnels, dont peu étaient nazis, d'ailleurs. C'est extraordinaire, hein. C'est toute la profession allemande d'historien de l'art qui a travaillé, là. 900, vous imaginez. Je sais pas qu'il y a le conservateur au Louvre, mais
Et il n'a pas l'accent. Et donc qui était là et qui venait se servir, mais il y a des tas de choses. Bon, la nouvelle agence, j'ai écrit l'ouvrage là-dessus. Hein. Et quand même, dans les caisses, on voit des œuvres d'art, des petits tableaux. Peut-être qu'il y avait des dessins de Manet. Exactement. Ou des esquisses ou autres, en fait, on ne sait pas. Ça c'est quand même perdu dans la population allemande. Et puis peut-être que ça s'est trouvé sur le marché de l'art. Ou alors, peut-être qu'il va y avoir des caches en fait, des trésors, comme on en a vu révéler quelques-uns. Non, mais par exemple, on l'a vu avec Gurlitt. En fin de compte, ce qui se passe, c'est que souvent, alors Gurlitt c'est un accident, mais il y a quand même Gurlitt, on le rappelle quand même, c'est ce marchand, le fils d'un grand marchand qui était proche du régime et qui avait gardé par devers lui beaucoup d'œuvres qui avaient été spoliées. Et donc, en fin de compte, ce qui se passe, c'est que c'est souvent les œuvres sortent par génération, c'est-à-dire qu'il y a un décès. Et donc, les héritiers, ils arrivent, ils disent, tiens, qu'est-ce qu'on va faire de ça? Ils vont le mettre. Et puis là, hop, on va voir. Parce que les parents, ils disent pas, oui, ça vient de ton grand-père. Tu sais, on peut pas te dire vraiment d'où il vient, mais ça a de la valeur. Donc, quand les héritiers le mettent en vente, souvent, c'est là que c'est un peu. Donc, c'est chaque génération, en fin de compte, qui signe l'arrivée d'œuvres, qui peuvent assigner l'arrivée d'œuvres sur le marché. J'ai comme le sentiment qu'on va avoir de moins en moins d'histoires semblables parce que justement, cette question des spoliations fait l'actualité. C'est une actualité constante, également en Allemagne. Je crois que les gens qui lisent le journal vont commencer à se méfier s'ils trouvent un tableau qui a l'air un peu poussiéreux et ancien, d'origine inconnue, dans le grenier du grand-père. Ça, je pense que ça passera pas en salle des ventes. Ça sera des ventes de gré à gré. Mais par exemple, c'est pour ça que c'est on parlait de la Suisse, excuse-moi Laurence, on parlait de la Suisse tout à l'heure, mais par exemple, Liechtenstein, Losé, il avait mis ses tableaux là-bas. Sa trentaine de tableaux qui s'étaient gardés, ils étaient au Liechtenstein, dans un compte anonyme, voilà. Donc. Non, mais c'est pour ça que des films comme on l'a fait avec Jean-Marc sont importants parce que justement il faut redire, il faut en parler et toujours et encore parce que l'exemple d'un peut servir d'exemple pour quelqu'un d'autre, quoi. Donc du coup, c'est vrai que voilà, des films comme ça sont pour moi en fait importants et moi j'étais ravie de pouvoir le faire et de rencontrer ces familles. Donc parce qu'il faut que ça bouge et c'est vrai qu'on s'est aperçu en fait dans ce film que ça bougeait aussi parce qu'il y avait l'avocat, parce que il y avait en fait des gens qui savaient faire. Et ça, c'est important et il faut que ça continue parce que finalement, cette mémoire qui est en train de s'effriter, il faut continuer le combat, quoi, en fait, tout simplement. C'est un combat contre le temps, de toute façon. Oui, exactement. Alors, je vais rassembler trois questions. Deux qui concernent Rose Valland, une personne qui souhaiterait avoir des précisions concernant le fait qu'elle a pu agir, qu'elle a à aucun moment été soupçonnée d'espionnage, elle a pu continuer son travail pendant ces années d'occupation, et puis donc son engagement après la guerre. Voilà. Est-ce que vous pouvez, il en est beaucoup question dans le film. C'est peut-être quelqu'un qui n'a pas vu le film. Je vous invite à le voir après. Il y a une autre question aussi. La personne n'a pas encore vu le film non plus parce qu'il en est question à plusieurs reprises au cours du film sur les choix esthétiques des nazis dans l'histoire de l'art. Voilà. Leur prédilection pour certaines périodes et certains peintres comme Cranach, voilà. Bon, Rose Valland, naturellement, c'est l'héroïne. Il ne faut pas oublier qu'elle était là officiellement. Hein. Elle est pas. On dit toujours que voilà, elle était là, elle s'est fait gris-souris. La secrétaire qu'on remarquait pas. Mais en fait, non. C'est un accord que Jojard a fait avec les Allemands qu'elle puisse rester là. Le fait qu'elle prenne des notes, c'était presque officiel qu'elle prenne des notes. Elle était là pour ça. Je veux dire que. Oui, mais en même temps, c'est ce qu'on voit dans le film aussi. Quelquefois, elle a ses petits cartons, elle prend des notes vite fait. Donc, on sent que c'est fait quand même aussi quelquefois en fait dans la précipitation parce que voilà, elle a peur quand même. De donner les listes à Jojard et les garder des doubles. Voilà. Après, sur elle, effectivement, elle est toujours extraordinaire. Moi, je dis qu'il y a encore du travail à faire sur elle, mais j'aimerais bien savoir, elle a quand même joué un rôle vachement important dans les années 30. La première femme, elle faisait les grandes expositions d'art contemporain étranger. C'est quand même fascinant. C'est elle qui a fait les premières expositions sur les futuristes italiens dans les années 30, sur l'art contemporain allemand. Voilà, tout ça, on ne sait pas. Je pense que c'est un personnage encore plus extraordinaire que ce qu'on a pu en dire, et voilà, qu'on a déjà dit beaucoup.
Alors, le fait qu'elle ait continué, c'est que bon, les dossiers ont été refermés à partir de 1950. Et là, bon, c'est ce que Emmanuel Pollack appelle les 30 silencieuses. Je crois qu'il y en a eu 40 silencieuses, où les familles, on le voit dans le film aussi, disaient, ben voilà, on tentait de le faire. Et voilà, ces salauds du Louvre ne voulaient plus négocier. Les dossiers étaient refermés. Elle continuait à aller en vacances de l'autre côté du rideau de fer. Et elle faisait le tour des musées pour voir s'il n'y avait pas des œuvres pillées en France. Elle en a trouvé d'ailleurs, puisque on sait qu'après la chute du mur, il y a une série de tableaux qui ont été décrochés des musées d'Allemagne de l'Est et qui sont revenus en France. C'était un petit cadeau fait à Mitterrand par Helmut Kohl. Ouais. Voilà, donc il y a ça. C'était quoi l'autre question? C'était sur les choix esthétiques, en fait, de l'histoire de l'art allemande. Les gens me demandent toujours est-ce que Göring avait bon goût? Plutôt oui, mais enfin bon, il avait plutôt un goût de nouveau riche. Soit esthétique était dictée par l'idéologie du régime qui, n'oublions pas que beaucoup des hiérarques nazis étaient des artistes ratés, et pas seulement Hitler. Hein. Rosenberg était un architecte, etc., etc. Et donc on sait qu'il fallait donc il y avait une vision très classique. Hein, c'était l'art allemand, vu comme allemand, souvent c'était l'art rhénan de la fin du Moyen Âge. Extraordinaire, hein, Grunewald, Cranach, etc. Le siècle d'or néerlandais, vu comme un art allemand, et puis l'émergence de l'art allemand au XIXe siècle. Il ne faut pas oublier qu'Hitler adorait les petites scènes de genre, les paysans qui rentrent les blés, et les sorties de messes de communiantes, pas vraiment des grandes œuvres. Hein. Il y a eu une restitution assez récente d'une œuvre de Gottlieb Hertz qui s'était trouvée dans la collection d'Hitler. Et Göring, lui, il a innové en disant je veux faire un musée digne des offices. Hein. Le modèle de tous ces hiérarques, c'était le musée des offices à Florence. Et donc, moi, je pense plutôt que Göring rêvait d'être un prince allemand du 19e. C'est-à-dire, sa collection, on voit vraiment que c'est la collection qui aurait été constituée s'il avait été un Residenzprinz, s'il avait été comme il y en a eu beaucoup dans cette Allemagne divisée du 19e, donc avec le 17e siècle, le néerlandais, un petit peu de 18e français, mais du 18e léger, hein, du joli bateau, hein, pas du 18e officiel. Et puis alors il se permet quelques petits frissons, hein, notre ami Göring, sur l'influence de sa femme apparemment, donc des arts décoratifs français du 18e, ce qu'il y avait dans tous les salons parisiens. Mis un goût qui a été imposé par la grande bourgeoisie juive, on le sait maintenant, hein, et les grands antiquaires juifs, hein, donc ce 18e rêvé des arts décoratifs. Et puis il s'est permis quelques institutions, je dirais jusqu'à Van Gogh. Il y a deux Van Gogh dans le catalogue. Si je puis me permettre, juste pour Rose Valland, en fin de compte, elle était faite pour l'espionnage, parce que moi, ce que j'ai découvert en regardant ses archives, c'est qu'après, quand elle va être en poste à Berlin, elle va continuer à espionner, mais là, elle va espionner les positions russes. Elle va donner des photos de tanks, donc elle a, elle est quand même, et pendant l'occupation, elle est quand même sous surveillance. C'est-à-dire que plusieurs fois, ils essaient de l'expulser, elle revient par la fenêtre, ils la menacent quand même sans le dire vraiment, donc c'est quand même tendu. Et ils la voient, ils ont une confiance moyenne, mais elle a du caractère. C'est une femme qui est grande, qui est costaud, et qui a du caractère, qui a de la gueule. Elle a un sens de l'État, elle a un sens de l'État, de la République, cheville au corps. Hein. Elle a une formation d'institutrice, n'oubliez pas, hein, elle est passée par l'école normale. Tout ça, c'est assez extraordinaire et en même temps, elle innove énormément. Mais je crois que si le bilan des restitutions, ce que j'appelle la première vague de restitutions, c'est grâce à elle. La deuxième, c'est vraiment grâce à elle, vraiment. Alors, on a une personne qui souhaitait s'exprimer directement, Isabelle Rouge-Ducot, et juste, il y a aussi une autre question, je vais rassembler. Concernant les œuvres d'artistes dégénérés, ont-elles été détruites? On voit très bien dans le documentaire, et c'est intéressant aussi, comment c'est un outil de troc, en fait. Une monnaie d'échange, en fait. Une monnaie d'échange, voilà, merci. Pour les nazis, donc il y a
un stock constitué d'œuvres qui ne vont pas être récupérées dans le trésor nazi, mais qui vont être utilisées pour en récupérer d'autres en échange. Alors, donc on peut répondre à cette question. Et Isabelle Roche-Ducot, vous pouvez allumer votre micro, on vous écoute. Il faut allumer le micro en bas, Isabelle. Le micro en bas à gauche. En bas à gauche. Faut l'activer. En bas à gauche de l'écran, vous avez un micro. Oui, je lui ai permis de mettre son micro, mais comme ça, le micro. Comme ça. Pauline, peut-être qu'ils peuvent répondre le temps que la personne trouve. Moi, je voulais juste répondre sur ces œuvres en fait qui servent de monnaie d'échange. Pareil, dans le film, on parle de cette fameuse salle des martyrs. Hein, c'est le mot que donne Rose Valland pour qualifier cette salle en fait derrière un rideau en fait qu'on ouvre comme ça de temps en temps. Et là, c'est dingue parce qu'il y a des Matisse, parce qu'il y a des Picasso, parce qu'il y a tous l'art dégénéré que détestent en fait les nazis. Et c'est vrai que voilà, ça va être hyper important pour eux parce qu'il y a cette fameuse photo où on voit en fait Göring avec son gros cigare, Lose et puis Walter Hofer où il y a effectivement un échange entre quatre Matisse et un tableau en fait hollandais, le petit port en fait de pêche. Et donc du coup c'est pas un Van Ostade en fait, j'ai oublié en fait le nom, mais ça tu le sais toi Jean-Marc. Et c'est un Bruegel, pardon. Et ça c'est important quoi en fait pour eux parce que quelque part c'est ce qui nous a étonné avec, moi quand j'ai ouvert ce catalogue où on voit effectivement Picasso et qu'est-ce qu'il fait là quoi en fait. Et donc tout ça aussi ça faisait partie de l'enquête pour essayer de comprendre en fait ce goût, mais finalement c'est pas le goût des nazis, c'est vraiment une monnaie d'échange quoi en fait. Alors du coup il n'y a plus personne. Ce qui serait pas mal, c'est d'envoyer un message à Madame Roche-Ducot directement. Oui, Alexandre s'en occupe. Voilà. D'accord. Bon. Je lui ai fait je lui ai demandé. Alors, oui, je voulais, parce qu'on a beaucoup de questions en ce sens, repréciser ce que j'ai dit tout à l'heure. Le film peut être vu à nouveau pour ceux qui n'ont pas terminé le film avant de nous retrouver à 18h et ceux qui l'ont pas encore vu ou ceux qui souhaitent le revoir. Juste après cette rencontre, vous pouvez le voir sur la page d'accueil du mémorial de la Shoah, enfin du site du mémorial. Vous avez accès jusqu'à minuit au visionnage du film. Voilà. Le film est diffusé sur Arte la semaine prochaine à minuit pour les noctambules et pendant un mois en replay. Du 21 mars au 28 26 avril. 26 avril. D'accord. Oui, voilà. Du 21 mars au 28 avril. Voilà, donc moi je voudrais juste finir pour moi parce que c'est important quand même, c'est qu'un film c'est pas juste une réalisatrice, hein, c'est tout un ensemble. Il y a le caméraman Christophe Trarieux, il y a effectivement la documentaliste, j'en ai parlé, etc. Et je veux dire, voilà, un 90 ça se bâtit pas tout seul, il y a des producteurs en fait qui nous aident et tout. Et c'est vrai que voilà, c'est de la motivation, c'est de la passion, mais il y a aussi en fait toute une équipe derrière. Et moi, je serais rien s'ils n'étaient pas là non plus. Donc c'est important aussi. Voilà, j'en profite pour leur rendre hommage parce que voilà, je suis pas toute seule. Et voilà, le travail avec Jean-Marc a été vraiment hyper important et très sérieux parce que Jean-Marc il laisse rien passer. Et c'est ce qu'on voit aussi en fait dans ce film en fait qui, à mon avis, est quand même très très rigoureux quoi en fait. Voilà. Et puis on a fait dans la foulée un deuxième film que j'espère que Pauline programmera sur le mémorial de la Shoah. Sur l'histoire du mémorial de la Shoah. Et voilà. Diffusé prochainement, j'espère. On présentera cet automne, en espérant que le mémorial sera ouvert à ce moment-là, qu'on sera tous ensemble. Il y avait une question aussi qui est beaucoup évoquée dans le film, sur le fait que constituer ces collections d'œuvres d'art, c'est pas seulement un projet d'esthète, c'est aussi une ambition politique. Peut-être on peut redire quelques mots à ce sujet dans les rapports de pouvoir entre les différents dirigeants nazis. Voilà. Oui, attendez, j'ai une autre question, mais déjà on peut répondre à celle-ci. Alors tous les photographes nazis ont collectionné. Hein, on oublie qu'Himmler a collectionné un petit peu. Vous voyez que c'était sa passion. Ribbentrop a été un grand collectionneur. Abetz, ambassadeur à Paris, le premier dépôt d'art à Paris d'œuvres d'art spoliées, c'était à l'ambassade. Hein. Donc Rudil, qui est toujours l'ambassade d'ailleurs, enfin, qui est de nouveau l'ambassade. Donc il y avait un rapport à l'art, mais qui était quand même dans le mimétisme de ce qu'a fait Göring et Hitler. Hein. C'était les grands
c'est pas Göring qui a quand même commencé à dire voilà, il faut collectionner pour son standing. Et Hitler a suivi. Hitler a passé beaucoup moins de temps à constituer sa collection. Il était beaucoup plus fasciné par l'architecture. Donc on sait qu'il passait ses soirées avec Speer, non pas à discuter de peinture, mais à discuter du futur de Berlin. Donc une architecture énorme. Et puis les goûts d'Hitler étaient bien moins intéressants que ceux de Göring. Donc mise en scène du régime, certainement. On a ces œuvres d'art classiques de s'acheter un passé, presque une respectabilité. Et puis il y a quand même tout ce modernisme nazi, ce brutalisme qu'on voit encore quand on visite Berlin, dans la démesure de l'architecture, une architecture fasciste qui continue à fasciner d'ailleurs, de façon assez inquiétante. Très bien. Alors, on a une question aussi sur le marché de l'art actuel. Est-ce que vous ne pensez pas que le marché de l'art actuellement nécessite les bonnes pratiques obligeant et contraignant les musées à accélérer tous ces processus et à manifester des positions éthiques? On voit aussi le rôle croissant des bases de données. Ça, on en a beaucoup parlé lors de la première conférence et c'était très intéressant. La manière dont, quels sont les nouveaux outils aujourd'hui pour justement établir des recherches de provenance et accéder aux archives. Voilà. Il y a également une personne qui est une jeune doctorante, excusez-moi, qui travaille sous la direction de Laurent Douzou, qui effectue une thèse sur les ateliers d'artistes pillés pendant l'occupation. Et elle travaille bien sûr sur les archives de la Mobile Action, certes qui nous échappent, mais il existe d'autres sources qui nous livrent des informations précieuses sur le pillage des appartements des ateliers d'artistes plus particulièrement. Peut-être vous voulez en dire un mot, Jean-Marc? Ah oui, alors ça fait partie des nombreux... Elle est de Sabine Julliard, cette doctorante qui prépare ses travaux. J'étais en contact avec elle, bravo, il faut travailler, il faut continuer. Il y a beaucoup de choses qui nous échappent encore. On parle beaucoup de mémoire, moi je parle d'histoire, et je pense que pour tous les musées, pour les acteurs du marché de l'art, c'est tout bénef. C'est tout bénef pour cette histoire. On écrit une histoire des spoliations, on écrit une histoire du nazisme, on écrit une histoire des collectionneurs, du goût. Et il faut écrire l'histoire aussi de ces familles et de la recherche de ces familles qui a commencé en 1945. C'est pour ça que le livre de Simon Goodman, qui n'a pas été traduit en français, à ma connaissance, est très important, puisqu'il raconte non seulement la famille, la constitution de la collection d'art, des Gutmann de Dresde et puis de Berlin, et sa dépossession, et puis la recherche encore pas terminée, qui a commencé en 1945, de ces familles. Donc on a une histoire longue qu'il faut faire, et cela éclaire des pans entiers de l'histoire des collections, de l'histoire des musées. Moi, si je puis me permettre, moi j'ai commencé il y a une trentaine d'années à faire mes premières enquêtes, et quand j'interrogeais, je ne comprenais pas la réticence de l'État à se mobiliser pour ce sujet, parce que je me suis dit finalement, on ne peut pas être sans arrêt à pleurer, à dire ah quelle horreur cette période, etc. Et là, on a l'occasion de réparer un tort. On a l'occasion de ramener des choses. C'est une occasion rêvée. Eh bien non, pas du tout, il ne la saisit pas. Parce qu'à chaque fois qu'on rend un tableau, bien sûr, ça a la valeur, mais quand on va rendre un livre, eh bien un livre, c'est la mémoire. C'est à chaque fois qu'on rend, c'est l'histoire de la famille qui revient. Et donc, on a toutes ces occasions. C'est là où l'État est assez incompréhensible dans son action. C'est qu'il a l'occasion de, voilà. Même si ça, encore une fois, ça bouge quand même. Ce sont des institutions, des administrations. Des administrations. C'est assez incompréhensible de ne pas avoir saisi, même politiquement, de ne pas avoir saisi, politiquement, de ne pas avoir compris l'intérêt qu'il y avait à s'investir dans ce sujet. Mais je pense que ça change. Là, je pense exactement. Les choses changent énormément. On en a beaucoup parlé là dans la première conférence. Emmanuel Pollack nous a fait l'annonce de 2 points importants justement d'avancer sur la politique de l'État et des institutions et du Louvre.
Donc il y a des choses qui changent beaucoup ces derniers mois, ces dernières années. Mais on le voit aussi, c'est que ça tient beaucoup en fait au ministre de la Culture aussi qui est en place. On parlait d'Azoulay tout à l'heure. C'est vrai que voilà, il y a eu des gens qui ont poussé à un moment donné, et du coup en fait il y a tout qui suit. Donc c'est vrai que c'est une volonté politique, ça c'est certain. Mais bon, moi j'ai rencontré les gens du Louvre lors de cette enquête. Bon, on sent qu'ils ont envie de faire des choses. On sent que voilà, j'ai parlé de frétillement tout à l'heure. Oui, c'est en train de bouger, mais voilà, c'est compliqué, ça met du temps. Et puis voilà, quelquefois on a quand même des œuvres qui sont majeures, qui sont là dans les musées depuis des siècles. Là, c'est compliqué de s'en séparer. Donc, du coup, c'est vrai qu'il y a une psychologie aussi peut-être à avoir avec tous ces gens-là. Mais il y a un travail qui est fait, quoi. Il ne faut pas le nier. Non, il faut aussi dire qu'avec les travaux qui ont été faits de recherche en provenance sur les collections, ce qui n'est pas mes travaux, moi je travaille sur les grands mécanismes, les conservateurs se rendent compte en France que d'abord, une grande partie du travail a déjà été fait, on reparle de Rosevalent, et puis qu'on ne va pas les obliger à décrocher tout leur chef-d'œuvre. Alors, en Autriche, c'est moins vrai, ils ont dû en décrocher. L'Autriche, oui, mais l'Autriche, c'est un documentaire, l'Autriche. Oui. Un autre documentaire. L'Autriche, c'est énorme, c'est massif. Il y a beaucoup de choses en Allemagne aussi. Oui, bien sûr. Beaucoup de choses en Allemagne. Alors, il y a une question concernant est-ce que vous avez enquêté, est-ce que vous avez des informations à nous transmettre sur la Fondation Thyssen Bornemisza? Un Pissarro n'a pas été rendu malgré une longue procédure judiciaire. Voilà, est-ce que parfois les procédures... Il n'y a pas que le Pissarro. Voilà. Il n'y a pas que le Pissarro dans la Fondation Thyssen. J'ai même eu l'occasion d'assister au procès. Un procès qui a eu lieu qu'à Cirer à Los Angeles, donc j'étais là-bas, c'était tout à fait passionnant. Là aussi, on a des confrontations juridiques, il faut aller dans les salles d'audience. Donc oui, il y a des provenances douteuses. C'est compliqué parce que ce ne sont pas des achats directs, ce ne sont pas des spoliations directes, ce sont des achats qui ont été faits, indirectement à partir des années 50. C'est très compliqué quand ce sont des acheteurs en bonne foi. Et puis on a même aussi même une histoire de la constitution des grandes collections juives aux États-Unis à partir des années 50, 60 et 70. Là encore, une translation, puisqu'on voit qu'on a souvent une famille juive d'origine juive qui va réclamer un tableau à un propriétaire qui l'a acheté de bonne foi sur le marché, qui lui-même est juif. Voilà, donc on a toute une histoire de l'art et d'une translation transatlantique qui est dévoilée là encore par ces questions de spoliation. Exactement. Il y avait une question à ce sujet justement sur le fait qu'il y ait des personnes qu'il peut y avoir des personnes de bonne foi qui ont acquis des œuvres d'art spoliées sans savoir. Évidemment, c'est toute la question des recherches de provenance. Que se passe-t-il pour elles en cas de litige pour restituer les œuvres et sont-elles indemnisées? Je ne sais pas, mais en tout cas, elles se trouvent dans une situation. En général, on le conseille de porter plainte contre le négociant, Sotheby ou Christie, surtout si l'œuvre a été vendue, disons, depuis 94 ou 95. Voilà, c'est décision des familles. C'est compliqué. La jurisprudence française, là, on en a parlé très clair, c'est que même s'il y a eu achat de bonne foi et un acheteur, que le tableau a été vendu et acheté plusieurs fois, il reste propriété de la famille spoliée. N'oublions pas qu'il s'agit de recel d'un bien lié à un crime contre l'humanité, c'est-à-dire que c'est imprescriptible. Il y a ça, il y a l'ordonnance de 45 et donc et aussi une jurisprudence dans l'affaire Schloss. Voilà. On a vraiment en France, on est équipé. L'ordonnance 45, si on était acheteur de bonne foi, par exemple, de titres aux porteurs sur les marchés, il n'y a pas eu restitution. Voilà. En fait, ça pourrait durer des heures, ce sujet, parce que c'est vrai que c'est passionnant, en fait. C'est vrai. Vraiment. Merci beaucoup. Certains suggèrent effectivement que votre film puisse être diffusé à l'étranger. Je ne sais pas si nous, on ne demande que ça. Prévu pour le. Il va y avoir des articles, on espère qu'il y en aura beaucoup. Et voilà, et les articles pas seulement dans les magazines d'art, mais aussi dans l'ensemble de la presse. Voilà, merci beaucoup.
beaucoup. On vous invite à revoir, pour le public, merci d'avoir été très nombreux aujourd'hui, à revoir ou à voir le film sur le site du Mémorial de la Shoah jusqu'à minuit ou sur Arte, bien sûr, ou en replay sur Arte Replay. Merci infiniment à tous les trois. Bonsoir. Et à très Merci bientôt. beaucoup. Merci. Au revoir. Merci à tous. À bientôt. Au revoir.